28 juillet 1935. En cette fin d'après-midi humide dans la région de l'Eifel en Allemagne, un homme d'une cinquantaine d'années, la mine renfrognée, quitte le circuit mythique de la Nordschleife. D'un pas lourd mais décidé, il s'apprête à s'installer à son bureau pour taper sur sa machine à écrire un rapport à son supérieur hiérarchique. Dans ce message adressé au chancelier du Troisième Reich Adolf Hitler, le Korpsführer Uhlhein, major de la Wehrmacht et responsable de la propagande du régime sur les circuits, tente de justifier l'injustifiable. Un pilote à bord de son Alfa Romeo vient de venir à bout de 8 monoplaces allemandes sur le Nürburgring. Réputée invincible, la Auto Union Type B et la Mercedes-Benz W25B confortaient les dignitaires nazis dans une arrogance telle qu'elle avait dispensé les organisateurs du Grand Prix de se munir d'un enregistrement de l'hymne italien pour le podium, juste au cas où. Mauvaise pioche. L'Italien Tadzio Nuvolari conserve toujours avec lui un 78 tours de la Marche Royale, l'hymne de l'époque, qu'il s'empresse de récupérer dans sa valise avant de le tendre avec un large sourire aux officiels nazis. Car oui, le vainqueur de l'incroyable Grand Prix d'Allemagne 1935, c'est bien lui. En 1919, la signature du traité de Versailles ponctuant la Première Guerre mondiale modifie la structure économique de l'Allemagne en faveur de l'industrie automobile. En plus de devoir indemniser les Alliés, Berlin doit en effet renoncer à son réarmement en blindés, en artillerie et en forces aériennes. Et c'est ainsi que certaines entreprises telles que BMW, autrefois spécialisées dans l'aéronautique, se reconvertissent dans la production de moteurs de motocyclettes, de camions et de voitures. À partir de 1925, le secteur automobile reprend donc des couleurs. Daimler et Benz fusionnent, tandis qu'en 1932, afin de contrer la dépression, Audi, DKW, Porsche et Wanderer s'associent pour donner naissance à Auto Union. C'est précisément à cette période que la participation au Grand Prix des pilotes et voitures allemandes commence à se développer. L'Allemagne étant l'un des rares pays européens à ne pas être doté d'un circuit permanent, elle débute la construction de l'impressionnant tracé du Nürburgring en 1925. Un an plus tard, le premier Grand Prix d'Allemagne est organisé à échelle nationale et à partir de 1929, l'épreuve s'internationalise avec la présence de grands noms italiens tels que Bugatti et Alfa Romeo. C'est dans ce contexte que la frêle République de Weimar s'éteint 4 ans plus tard au profit du national-socialisme allemand, du Troisième Reich et de son Führer Adolf Hitler. Et autant le dire, le dictateur entend bien consolider la tendance entrevue au cours des 10 années passées. En février 1933, à peine devenu chancelier, il déclare lors de l'inauguration de l'exposition internationale des automobiles à Berlin que la voiture est l'industrie la plus importante de l'avenir. Objectif, une suprématie technique, une production avoisinant les 400 000 véhicules par an et une démocratisation de l'automobile permise par un coût d'achat plus accessible. Hitler est dans cette perspective copieusement servi par un certain Ferdinand Porsche, un talentueux ingénieur et également concepteur de la fameuse voiture du peuple, la coccinelle, qui sera produite en masse dès 1938. Mais ce n'est pas tout. Ferdinand Porsche est également mandaté par Hitler et Auto Union pour mettre au point la première Flèche d'argent, une monoplace censée révolutionner le monde des circuits. La Type A naît alors, suivie de près par la Mercedes W25 de Daimler, et les deux bolides font immédiatement sensation sur la piste. Pour Hitler, le but n'est donc plus seulement économique, mais politique. Il faut promouvoir la gloire du Reich en démontrant la supériorité technique de ses voitures de course. Arrosées de subventions publiques et flanquées d'ingénieurs compétents, Auto Union et Mercedes-Benz détrônent alors les fers de lance de la propagande italienne, Maserati et Alfa Romeo, pour dominer outrageusement tous les Grands Prix entre 1934 et 1939, à une exception près, le Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring en 1935. L'année précédente et sur le même circuit, Mercedes-Benz avait pourtant fait honneur à la propagande nazie en s'imposant une première fois à domicile, après avoir poncé la carrosserie de ses autos jusqu'aux grilles de l'aluminium afin de respecter in extremis la règle des 750 kg autorisés par monture. D'où d'ailleurs le surnom de Flèche d'argent. Invaincus depuis le Grand Prix d'Italie 1934 à Monza, les Allemands se présentent donc fièrement dans la région de l'Eifel l'été suivant, imaginant sans doute que la course ne se résumerait qu'en une guerre fratricide entre Auto Union et Mercedes-Benz. Une concurrence incarnée par les pilotes de pointe de l'époque. Rudolf Caracciola, surnommé le maître de la pluie, Bernd Rosemeyer, surnommé le maître du brouillard, Manfred von Brauchitsch, l'éternel poursuivant chez Mercedes, ou encore Hans Stock, l'étoile montante d'Auto Union, mais fragilisé en Allemagne du fait de ses origines juives. Face aux titans germaniques, c'est la soupe à la grimace chez les Italiens. Alfa Romeo surnage, mais ne peut rivaliser à la régulière. Quant à Maserati et Bugatti, elles ne font que figurer. Leur seul espoir, Tadzio Nuvolari, pilote de l'Alfa Romeo P3 Typo B.
Né en 1892 à Casteldario, Nuvolari est considéré à l'époque comme un véritable prodige de son sport, pilotant le pied au plancher, entrant dans les courbes beaucoup plus tôt que ses pairs et capable de faire piloter son bolide sur son axe tout en maintenant l'accélérateur. Un style qui lui vaudra l'admiration d'un certain Enzo Ferrari, alors directeur sportif d'Alfa Romeo, et de son équipe de course appelée Scuderia Ferrari. Mais malgré ses prédispositions accommodantes, rien ne sert le pilote italien en ce 28 juillet 1935. La grille de départ, tirée au sort à l'époque, voit Hans Stock sur sa auto-union le devancer en première ligne. Et surtout, son Alfa Romeo, vieille de 4 ans, souffre d'un énorme déficit de puissance face aux monoplaces allemandes qui délivrent 50 chevaux de plus, soit pas moins de 40 km/h d'avantage en ligne droite. Mais les grands pilotes compensent toujours en exploitant les circonstances. Nuvolari sait que la pluie, ayant inondé le toboggan de 23 km, peut devenir son plus fidèle allié, et que Mercedes comme Auto Union tentent à maltraiter copieusement leurs pneumatiques du fait de leur puissance moteur. Il n'empêche que pour Alfa Romeo, les premiers tours sont désastreux. Deux des coéquipiers du prodige italien, Antonio Brivio et Louis Chiron, abandonnent. Nuvolari lui-même chute à la 6e place, à plus d'1 minute du leader après un tête-à-queue au 2e tour. À partir de cela, accrochez-vous bien. Après quelques tours sur piste mouillée, le tarmac s'assèche et l'Italien remonte le peloton à une vitesse fulgurante. Au 9e tour, après avoir dépassé les Mercedes de Brauchitsch et Fagioli et les auto-unions de Rosemeyer et Varzi, il reprend 30 secondes au tour, oui au tour, à la flèche d'argent de Rudolf Caracciola, alors tranquillement en tête. Lorsqu'il s'empare de la première place au tour suivant, soit à mi-course, les 4 premiers se tiennent seulement en 10 secondes. Interviennent alors les arrêts ravitaillement au 11e tour. Nuvolari s'immobilise en même temps que Rosemeyer et von Brauchitsch. Mais pour l'Italien, le sort s'acharne. La poignée de sa pompe à essence est cassée, forçant les mécaniciens de la Scuderia Ferrari à ravitailler l'Alfa Romeo P3 avec de vulgaires entonnoirs. Résultat des courses, un arrêt de 134 secondes, 3 fois plus lent que celui de ses adversaires directs et 4 places de perdu. Puis, dans un dernier effort héroïque, bis repetita, Nuvolari avale Stock, Caracciola et Fagioli en 3 tours, avant de fondre sur le nouveau leader von Brauchitsch sur Mercedes-Benz à coup d'une quinzaine de secondes par tour. Les quelques 300 000 spectateurs retiennent leur souffle, mais à la dernière boucle, le pilote allemand, victime d'une dégradation sur laquelle son rival comptait tant, voit son pneu arrière gauche exploser. Un dernier coup de théâtre permettant à l'Alfa Romeo de s'imposer avec plus de 2 minutes d'avance sur son dauphin, Hans Stock. Le public local se montre d'abord stupéfait, mais finalement, beau joueur, il finit par applaudir le vainqueur. Organisateur du Grand Prix comme représentant du Reich, se montre confus, irrité et gêné par ce qui restera dans l'histoire du sport automobile comme, je cite, une victoire impossible. Tellement impossible à concevoir que les mots manquent, tout comme la partition de l'hymne italien. Quelques instants après le drapeau à damier, Tadzio Nuvolari répondra à un journaliste dans un échange resté célèbre. « Mais où trouvez-vous le courage de grimper à chaque fois dans votre cockpit ?» demande le journaliste. « Et vous, rétorque Nuvolari, où espérez-vous mourir ?»« Moi ? Chez moi, j'espère, dans mon lit. »« Alors dites-moi, conclut le pilote, où trouvez-vous le courage de vous glisser chaque soir dans vos draps ?» Tout est dit. Août 1936. Un athlète noir américain, Jesse Owens, s'illustre au cours de la quinzaine des Jeux Olympiques d'été organisés par le Troisième Reich à Berlin, en remportant pas moins de 4 médailles d'or. Un affront qui tendra à démystifier quelque peu la propagande raciste du parti nazi, tout en perturbant ses plus fervents promoteurs, et ce, d'une manière qui n'est pas sans rappeler l'imprévu survenu au Nürburgring un an plus tôt. Alors évidemment, le Grand Prix d'Allemagne 1935 et les JO 1936 sont deux événements qui diffèrent dans leurs tenants, leurs aboutissants, leurs acteurs et leur morale respective. Mais ils reflètent tous deux l'opposition entre la propagande et la réalité sportive, et rappellent que l'une des fonctions fondamentales d'un athlète est aussi d'être capable de transcender les barrières idéologiques et politiques. Merci d'avoir regardé cette première vidéo de l'année, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit, ou de me rétribuer d'un petit abonnement. A bientôt pour la suite des aventures. Allez, ciao!